it's time to sit down. Okay, team. We stand. We sit down. Front row, sit down. Here we go. How's that? Are you supposed to be looking as if you're enjoying it? Yes, definitely. If you could, we have been enjoying ourselves in spite of appearances. How does that feel to you, the artists? Hey, Boris, you all right? I'm good. How are you? Il est complètement différent de tous les premiers ministres de notre époque. Il s'est toujours distingué de l'establishment anglais plutôt guindé, ennuyeux et traditionnel. Il s'intéresse au pouvoir, pas à la politique. Ce n'est pas un homme de grande conviction. Boris Johnson, un politicien au style singulier. Un des seuls hommes politiques que les Britanniques reconnaissent même de dos. Et surtout depuis 2019, le Premier ministre du Royaume-Uni, unique pays à être sorti de l'Union européenne. We are now committed, all of us, to leaving the European Union. 3, 2, 1. Il est aussi celui, contre toute attente, qui a porté et mené le Brexit à son terme. Je peux expliquer son triomphe en 3 mots. Get Brexit done. Il a promis de mener à bien le Brexit. C'est tout ce que le pays voulait entendre. Aujourd'hui, il doit dessiner le futur de cette nation. Après la sortie de l'Union européenne, il vend des rêves de grandeur britannique. D'un réveil d'un Royaume-Uni tourné vers le reste du monde. Rédempteur pour certains, fossoyeur pour d'autres. Il est le Premier ministre d'un pays fracturé, où le Brexit a réveillé les velléités indépendantistes. Depuis sa sortie de l'Union européenne, dans quelle direction Boris Johnson emmène-t-il vraiment cette nation? Comprendre l'homme et ses choix politiques, présents et passés, pour mieux saisir l'avenir du Royaume-Uni. Pour savoir où Boris Johnson conduit le Royaume-Uni, il faut débuter l'histoire en décembre 2019, le jour des résultats des élections législatives. Good evening and welcome to the BBC News at 6 from Downing Street, where Boris Johnson has promised to repay the trust of voters after leading the Conservatives to an extraordinary election victory. Je pense que Boris Johnson a été assez surpris d'une certaine manière. Je crois que peu de gens avaient imaginé, lorsqu'il a pris ses fonctions de Premier ministre cet été-là, qu'il obtiendrait une si large majorité. Une victoire comme l'aboutissement de 4 années de Brexit et l'un de ses plus beaux coups de poker. Boris Johnson est celui qui a porté et fait gagner le référendum sur la sortie de l'Union européenne en 2016, qui a été nommé Premier ministre en juillet 2019 et qui, 3 mois plus tard, remet son titre en jeu en provoquant des élections législatives. Un pari stratégique et risqué pour échapper au blocage parlementaire. Un coup gagné, mais dans un pays fracturé. Depuis 2016, le pays est divisé par le Brexit et les négociations européennes qui n'en finissent pas. La prédécesseure de Boris Johnson, Theresa May, y a même perdu son poste. Theresa May était dans un gouvernement minoritaire et Boris Johnson a forcé le Parlement à organiser des élections générales. Il est passé d'un gouvernement minoritaire et donc d'une position de faiblesse à la table des négociations à une position de force en obtenant la majorité au Parlement et l'adhésion du pays. Il a ainsi pu mettre en œuvre son Brexit et sa vision de l'avenir. Le 13 décembre, Boris Johnson est donc devenu Boris Tout-Puissant.
change our whole country for the better. Unite, level up. Is anybody listening to this? Il est le premier ministre conservateur qui détient la plus grande majorité au Parlement depuis Margaret Thatcher en 1987. Pour parvenir à cette victoire, Boris Johnson a imposé sa méthode. Une prise de risque d'abord et un sens de la mise en scène ensuite. Let's do this. Let's get Brexit done and unleash the potential of this whole country. See you later. Il utilise des slogans courts, comme « Get Brexit Done », qu'il répète, et ainsi touche les électeurs qui ne suivent pas la politique de très près. Il utilisait son slogan « Get Brexit Done » comme si c'était simple, comme s'il suffisait d'actionner un interrupteur. Quitter une organisation, une alliance internationale telle que l'Union européenne est une affaire incroyablement compliquée. Nous en étions membres depuis les années 1970. Mais son génie politique a été de mettre tout cela de côté et de dire « Vous êtes pour ou contre ?» Ces propos ont fait écho au sentiment de lassitude et de désespoir de beaucoup de Britanniques qui voyaient la question du Brexit dominer tout le reste. Et ce n'est qu'après avoir quitté l'Union européenne qu'il est devenu clair qu'on n'avait pas assez réfléchi à la façon dont on en sortirait. Boris Johnson gagne donc d'abord et réfléchit après. Aussi bien sur les moyens pour sortir de l'Union que sur l'autre slogan répété sans cesse pendant la campagne, « Leveling up » ou le rééquilibrage du pays. We are going to unite and level up. Unite and level up, bringing together the whole of this incredible United Kingdom, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. L'idée principale de Boris Johnson en dehors du Brexit, c'était de rééquilibrer le pays, pour que certaines régions comme le Nord, qui recevaient moins d'argent que d'autres, obtiennent un traitement plus équitable. Il en a discuté avec le ministre des Finances de l'époque, Sajid Javid, mais en face de lui, Boris Johnson n'avait qu'une feuille blanche. Il n'avait aucune idée de comment réaliser son projet ou de comment le financer. C'est un des problèmes de Boris Johnson. Un manque de vision qui interroge à l'aune des enjeux qui attendent le Premier ministre en ce début d'année 2020. Et le premier d'entre eux, la gestion d'une crise sanitaire sans précédent. Une crise comme un premier exercice du pouvoir, seul, sans l'Union européenne. Breaking news this morning. 2 people from the same family have tested positive for coronavirus in England. Les premiers mois de la pandémie au Royaume-Uni ont été une période très sombre. Et pour le gouvernement, c'était une improvisation perpétuelle. Des improvisations qui vont coûter cher au pays. La première commence par la conférence de presse du 3 mars consacrée au coronavirus. This is overwhelmingly a disease that is moderate in its effects. People recover speedily and well from it. That's what we're seeing in the overwhelming majority of cases. Il a dit, ou plutôt on lui a demandé, les gens devraient-ils continuer à serrer la main? Et il a répondu, I can tell you that I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Nous avons découvert plus tard qu'avant cette conférence de presse, ses conseillers lui avaient dit « Si on vous demande si les gens peuvent se serrer la main, vous devez dire non. » Au lieu de ça, non seulement il a ignoré leurs conseils, mais en plus, il a dit tout le contraire. Il n'a pas voulu saisir la gravité de ce qui se passait dans le monde. Our country remains extremely well prepared, as it has been since the outbreak began in Wuhan several months ago. Dans sa tête, il était en quelque sorte aux prises avec 2 forces concurrentes, l'économie et la santé, le social.
Boris Johnson est fondamentalement libertaire. Et donc, lorsque cette pandémie sans précédent est arrivée, c'était en contradiction avec tout ce qu'il était. Il ne voulait pas restreindre les libertés des gens. Il ne voulait pas tout confiner. Il a été très lent à s'adapter aux conséquences. Je pense que c'est dû à sa position philosophique et à son tempérament. 2 semaines seulement après ses premières déclarations, le gouvernement Johnson change alors de ton. The coronavirus pandemic is the most serious public health emergency that our nation has faced for a generation. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home, because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. Today's figures show that a total of 1,789 people have died in the UK with coronavirus. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus. The United Kingdom is the first European state to record more than 100,000 deaths linked to the pandemic. And according to the University of Oxford, the UK has one of the highest COVID death rates anywhere in the world. Une prise de conscience plus tardive et un prix à payer plus cher. Mais comme souvent avec Boris Johnson, même dans la tempête, il trouve une manière de rebondir. Il tente une stratégie plus risquée que d'autres pays européens, tout miser sur le développement des vaccins. Je pense que Boris Johnson avait compris qu'une pandémie n'est pas un problème que l'on gère, mais une campagne que l'on doit gagner. Et il a appliqué les techniques de campagne à la question des vaccins, sans trop perdre de temps à suivre les processus officiels, mais en se concentrant sur les résultats. Le gouvernement a pris des risques avec son programme de vaccination. Ils ont fait appel à des personnes du secteur privé et le Trésor public leur a donné un chèque en blanc, ce qui est très inhabituel dans la politique britannique. Dépensez tout ce dont vous avez besoin. Investissez dans autant de vaccins que possible. Assurez-vous que le Royaume-Uni soit en première ligne. Le gouvernement passe des précommandes de centaines de millions de doses avant tout le monde auprès des laboratoires du monde entier. En pleine pandémie, le Royaume-Uni devient le premier pays au monde à pouvoir autoriser le vaccin et à l'injecter dès septembre 2020. Of course, there's one huge difference compared to last year. We're now rolling out the biggest vaccination program in our history. So far, we in the UK have vaccinated more people than in the rest of Europe combined. Derrière la course au vaccin, se joue aussi une compétition sourde entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Face aux Européens qui font bloc et décident de passer leurs commandes de façon groupée, le gouvernement Johnson, lui, adopte la stratégie du cavalier seul. À l'époque, le fait que le Premier ministre refuse de participer au programme européen de vaccination était très controversé, notamment au sein de l'opposition. Le raisonnement était « l'Union fait la force, nous aurons un plus grand pouvoir de négociation ». Mais au sein du gouvernement, il n'y avait aucun débat. Personne ne voulait participer à ce programme. Mais c'était un pari risqué. Imaginez que le programme britannique de vaccination n'ait pas marché et que le programme européen ait fonctionné. La situation politique serait alors complètement différente. Certains journaux conservateurs en font même une victoire des Brexiteurs sur l'Union européenne. Même en tant que membre de l'Union, la Grande-Bretagne aurait pu financer la recherche scientifique et le développement des vaccins. L'Union européenne ne l'en aurait pas empêché. Mais le fait qu'il ait pu le faire en dehors de l'Union était un atout supplémentaire pour justifier la sortie de l'Union européenne. Boris Johnson a donc réussi à transformer la gestion chaotique de la crise en une victoire politique. Une capacité à rebondir comme une des nombreuses facettes de sa personnalité. Ceux qui connaissent Boris Johnson se demandent souvent si le personnage public n'est vraiment qu'un personnage.
Je pense qu'on pourrait le comparer à un ensemble de poupées russes et qu'au centre de ces poupées russes, il y a une facette de sa personnalité que nous ne verrons probablement jamais, à laquelle seuls ses proches ont accès. La plus petite de ces poupées est peut-être allée chercher dans l'enfance. Dans une famille atypique et bohème de 4 frères et sœurs, incarnation d'une certaine bourgeoisie internationale et éduquée dans un esprit de compétition. Vous savez, mon père est très... J'aime son ambition. Il refuse d'être contraint. Je pense qu'il n'est même pas satisfait qu'un seul de ses fils soit Premier ministre. Je pense qu'il voudrait au moins que 2 de ses fils soient Premier ministre. Je vais vous raconter une anecdote bien connue. Quand nous étions petits, un ami de la famille lui a demandé « Alexander, son nom est Alexander Boris. Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Boris lui a répondu « Je veux être roi du monde. » Je me suis dit « Quoi ? C'est un métier ?» J'ai su qu'il avait une grande ambition dès son plus jeune âge. Une ambition, la sienne et celle de sa famille, qui va le mener sur les bancs d'Eton et d'Oxford, 2 des écoles et universités les plus élitistes du pays. Boris Johnson n'est pas un produit de l'élite au sens où il serait aristocrate. Il vient d'un milieu familial qui est en fait assez international. Il a du sang turc. Son père Stanley a été membre du Parlement européen. Mais quand il va à Eton, il voit qu'il a l'opportunité de faire partie de la future élite dirigeante. Et il la saisit. Puis rapidement, il part pour l'université d'Oxford, où il fait exactement la même chose. Il est membre de tous les clubs importants, il est président de l'Oxford Union, une association de débat fréquentée par beaucoup de politiciens de haut niveau. J'étais rédacteur en chef du Daily Telegraph et j'avais été invité à prendre la parole lors d'un débat à l'Oxford Union. Boris Johnson, dont je n'avais jamais entendu parler, en était président. Honourable members wishing to vote in favour of the motion will occupy the benches on my right. Honourable members voting against the motion will sit on the benches on my left. Boris, même à cette époque, avait des manières d'empereur. Mais je voyais déjà que c'était un amuseur brillant et extrêmement populaire. Savoir à la fois amuser et porter un récit. Des qualités que Max Hastings va exploiter quelques années plus tard. Il engage Boris Johnson comme correspondant à Bruxelles au sein de la rédaction du Daily Telegraph, un des plus importants quotidiens conservateurs britanniques. Les lecteurs du Daily Telegraph adoraient ces histoires venant de Bruxelles, sur l'Union européenne qui envisageait de rendre illégales les bananes courbées britanniques, ou sur la menace qui planait sur la saucisse britannique. Elles étaient très drôles. Le style Johnson. Un style enlevé aux dépens de l'exactitude et des faits, dont Sonia Purnell a été le témoin privilégié. Au début des années 90, elle partageait le même bureau que Boris Johnson au Daily Telegraph. Spectatrice de ces semi-vérités, comme celle concernant l'immeuble de la Commission européenne, le Berlaymont. Un jour où nous étions à la commission, une blague circulait sur un architecte qui, pour faire un coup de pub, avait envoyé des plans pour remplacer le Berlaymont par une tour de 2 km de haut. En première page du Daily Telegraph le lendemain, il y avait un article qui annonçait que la commission avait l'intention de construire une immense tour, une nouvelle tour de Babel, que ça allait coûter très cher et que c'est nous qui allions la payer. Mais ce n'était pas vrai. Mais l'article renforçait l'idée que l'Union européenne, et la Commission en particulier, étaient dingues.
qu'elle ne pensait qu'à elle et à interférer dans la vie publique. On pourrait tracer une ligne droite entre ce qu'il écrivait à l'époque et ce que les gens pensent maintenant. À l'époque, j'étais très ami avec notre ministre des Affaires étrangères, Douglas Hurd. Et il m'a souvent dit que la plupart des points qu'il soulevait sur les erreurs de l'Union européenne étaient justifiés. Everything I wrote from Brussels was having this amazing explosive effect on the Tory party, and it really gave me this, I suppose, rather weird sense of power. Il a un problème avec la vérité, même maintenant en tant que Premier ministre, parce que son instinct avec n'importe quel public est de lui dire ce qu'il veut entendre. Et c'est parce que nous semblons vivre dans cette période extraordinairement frivole de l'histoire, dans laquelle les gens semblent très réticents à considérer les sujets historiques de manière profonde, que Johnson a pu exploiter ses brillants talents d'amuseur. À travers les mensonges, l'humour et l'euroscepticisme, Boris Johnson, journaliste, construit sa marque et bâtit pas à pas son pouvoir médiatique aux dépens de l'Union européenne. It was this weird kind of spaceship floating above reality, full of people quaffing Crémant d'Alsace, you know, this wonderful sparkling wine, and a weird collection of kind of German former SS stormtroopers and Greens walking around in lederhosen and former Italian porn stars and God knows what. It was this gallery of eccentrics and you know, in many ways a wonderful place to go and observe human life, but not exactly a convincing legislature. Johnson a su exploiter à son avantage la tension et la confrontation avec l'Union européenne. Il se moquait de la Commission européenne. Il attaquait constamment le centralisme. Malgré les vérités approximatives, à la fin des années 90, Boris Johnson prend la tête du célèbre magazine conservateur Le Spectator. En 2001, il entre en politique, cumulant ainsi les fonctions de rédacteur en chef et de député. And thrilled beyond my wildest dreams. Thank you, Rena, for turning up. Un mélange des genres surprenants qui se poursuivra durant près de 7 années, avant de devenir maire de Londres en 2008. La touche Johnson, homme orchestre, journaliste, politique et même homme de télévision. Hello, ladies and gentlemen, Boris Johnson! Who would like to see Boris's lap? Here we go. Well, that was a start. It's already been made clear to me by my coach. Stig. I'm the worst driver he's ever met. You've got to aim for the apex. Aim for the apex. Il fait sa publicité dans les émissions de divertissement de la BBC, comme Top Gear, ou dans le très populaire soap-opéra EastEnders. It's such an honor to have you here, Mr. Mayor. Oh, please call me Boris. I nearly went into politics myself, you know. Really? Well, if you have any ideas for how I could help Walford, here's my card. Thank you so much. C'était une star avant d'être un leader politique. Et c'est une partie très importante de l'histoire, parce que beaucoup de politiciens, sans doute la majorité, pensaient que c'était une terrible erreur, que ça ne renvoyait pas une image de lui très sérieuse. Boris Johnson a compris bien avant que ce ne soit le cas, que l'avenir de la politique réside dans la représentation et la célébrité. En 2012, pendant les Jeux Olympiques, alors qu'il est maire de Londres depuis 4 ans, une image va même faire le tour du monde. Boris Johnson a connu d'excellents Jeux Olympiques. Il avait l'air tellement amusant. Et quand il a été filmé sur la tyrolienne, il était là, l'air un peu ridicule, avec ses 2 drapeaux. Beaucoup de politiciens ont dit, si ça m'était arrivé, ça aurait complètement ruiné ma carrière. Mais il était le maire amusant. On comprend pourquoi il a fait ça. Il est devenu une marque mondiale. Il savait que cette photo ferait le tour du monde, et ça a été le cas. Ce jour-là, il a pris une envergure internationale. Il savait ce qu'il faisait. Quelqu'un d'autre aurait dit « c'est un désastre », mais lui, il s'est dit « c'est un triomphe ».
Boris Johnson aime brouiller les pistes et fait du ridicule ou de la provocation une arme politique, voire une philosophie. Well, I certainly think that as a general tactic in life, if that's what you're driving at, it is often useful to give the slight impression that you are deliberately pretending not to know what is going on, because the reality may be that you don't know what is going on, but people won't be able to tell the difference. Je pense que la personnalité et le caractère de Boris Johnson font que la plupart des gens comprennent qu'il est prêt à faire et à dire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. Et d'une certaine manière, cela lui confère une position de négociation assez puissante. Une position qu'il va mettre à profit sur un autre enjeu clé, la négociation du Brexit saison 2. 3, 2, 1. Si le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne, que le divorce a été signé, il reste à en négocier les conditions. C'est-à-dire décider des futures relations commerciales entre les 27 membres et le Royaume-Uni. La négociation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne a sans aucun doute été la plus importante que nous ayons connue dans la période d'après-guerre, en termes de ramifications économiques, diplomatiques et politiques. L'enjeu était énorme, car il s'agit de négociations entre le Royaume-Uni et notre principal partenaire commercial. Il y avait donc beaucoup à faire. Ce qui se joue pour le Royaume-Uni dans ces négociations, c'est un recul brutal des échanges avec son premier partenaire commercial et un enjeu plus politique aussi, celui de l'étendue de sa souveraineté. Des enjeux qui doivent être tranchés en seulement 10 mois. Pour y parvenir, Boris Johnson adopte alors une technique radicale. Boris Johnson a mené ses négociations en partant du principe que jouer les durs avec l'Union européenne finirait par payer. Il s'agit presque de la théorie du fou dans les négociations internationales. Vous faites croire à votre adversaire ou à votre interlocuteur que vous êtes prêt à faire n'importe quoi, à enfreindre les normes et les règles, à claquer la porte, même si pour cela vous sacrifiez les intérêts de votre pays. Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit pendant plus de 4 ans, a été l'interlocuteur privilégié du gouvernement Johnson. Il s'est confronté aux méthodes de négociation du Premier ministre britannique. J'ai étudié très soigneusement toutes les techniques de négociation dans le monde. Et j'ai du mal quelquefois à comprendre les tactiques britanniques. Mais j'ai toujours pensé qu'il fallait garder ses nerfs. J'ai compris que les Britanniques jouaient la pression du temps. Durant cette année 2020, à 3 ou 4 reprises, ils ont eux-mêmes unilatéralement imposé des délais. En janvier, en nous disant, si on n'a pas d'accord en juin, le Premier disait « we will walk away ». On partira, on quittera la négociation. Alors que le gouvernement britannique fait toujours craindre la possibilité de quitter la table des discussions, en septembre, la tension monte d'un cran. Boris Johnson menace en pleine négociation de violer le premier traité du Brexit, qu'il a lui-même signé 9 mois plus tôt. Une provocation que le gouvernement assume jusque sur les bancs du Parlement. Yes, this does break international law in a very specific and limited way. J'ai été horrifié d'entendre un ministre se lever au Parlement et menacer de violer le droit international. Qu'un ministre britannique tienne de tels propos était vraiment choquant. Je pense que la technique de Boris Johnson était de choquer l'Union européenne pour attirer l'attention. Mais il n'a pas compris que ça renvoyait une mauvaise image au reste du monde. Je pense qu'il a endommagé le soft power britannique. The Prime Minister is coming to this House to tell us today is that his flagship achievement, the deal he told us was a triumph, the deal he said, as I said, that was oven ready, the deal on which he fought and won the general election, is now contradictory and ambiguous. How dare he try and blame everyone else? There's only one person responsible for it, and that's him. This is his deal. It's his mess. It's his failure. For the first time in his life, it's time to take responsibility.
Boris Johnson a toujours été un perturbateur, mais il savait calculer en coulisses jusqu'où il pouvait aller. Je pense que cela faisait partie de sa technique de campagne de donner l'impression qu'il pouvait faire quelque chose de complètement fou, dans l'espoir que cela apporterait une amélioration significative dans la négociation. Nous n'avions pas prévu que le Royaume-Uni afficherait une volonté de rompre un accord international, ni mettrait lui-même en cause la crédibilité de sa propre signature. Peut-être ont-ils voulu créer aussi du trouble, ça c'est une technique connue en négociation, du trouble, de la nervosité, de la division, mais c'est exactement l'effet inverse qui s'est produit. Un bras de fer fonctionne si l'adversaire plie. C'est vrai, Michel Barnier a déclaré « Je pensais vraiment que nous n'aurions pas d'accord du tout ». Mais cela ne l'a pas forcé à dire à l'Union européenne « Nous devons faire des concessions ». Au contraire, il a dit « Nous ferions mieux de nous préparer à un no deal ». Donc en ce sens, sa tactique n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fait évoluer la position de son adversaire. Mais souvenez-vous, Boris Johnson a toujours un œil sur le public européen et un œil sur le public britannique. Et en fait, tout indique que ce genre de fanfaronnade, ce genre de phrase à l'emporte-pièce, est bien perçu chez une large partie de son électorat. Finalement, le gouvernement Johnson n'a pas mis à exécution ces menaces. Ni celle de violer le premier accord du Brexit, ni de claquer la porte des négociations. Le deal est signé le 24 décembre 2020, chacune des parties criant victoire. Good. Well, thank you very much, everybody. I want everybody to understand that the treaty that I've just signed is not the end. It is a new beginning. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Un nouveau départ pour un Royaume-Uni complètement libéré des règles européennes. Si vous deviez tracer une ligne continue entre l'adhésion à l'UE et l'absence d'accord, alors l'accord du Brexit se situe très près de l'absence d'accord. Il n'y a rien sur les services, sur la politique étrangère ou sur la mobilité des personnes. Il s'agit plus d'un Brexit souverainiste que d'une relation renforcée avec l'Union européenne. C'est difficile d'imaginer comment un pays seul, fût-il le Royaume-Uni, peut se faire respecter et se faire entendre, défendre ses intérêts dans le long terme par rapport à des États continents comme la Chine, l'Inde, la Russie ou les États-Unis. Hein. Voilà pourquoi on est européen, en plus d'être français, allemand, belge ou slovène. 6 mois après l'accord, les premiers effets du Brexit deviennent bien réels. À la frontière, les contrôles des marchandises sont rétablis. Le passage des camions devient de plus en plus difficile. Mais surtout, les nouvelles règles d'immigration liées au Brexit ont fait fondre la main-d'œuvre venue d'Union européenne. 15 000 chauffeurs routiers venus d'Europe ont quitté le pays. Leur départ entraîne des pénuries d'essence. Les stations-service ferment les unes après les autres et les rayons des supermarchés en manque d'approvisionnement se vident. Quitter l'Union européenne est de toute évidence dommageable pour l'économie. Les économistes prédisent un déclin du PIB de 4% sur les 10-15 prochaines années. Aucun économiste digne de ce nom ne pense que cela va être bénéfique pour le Royaume-Uni, ou que les accords commerciaux, même avec les États-Unis, l'Inde ou la Chine, vont compenser le fait que nous allons perdre des échanges avec notre plus grand partenaire commercial. Ce n'est pas exactement la manière de penser de Boris Johnson et d'une grande partie de ceux qui ont soutenu et bâti le Brexit. Boris et les siens, eux, vendent les rêves d'un retour à la grandeur britannique. We aim to create a new age of opportunity for the whole country. And we are setting out now our vision of an open, global, free-trading United Kingdom without being chauvinistic or disrespectful to anywhere else in the world. In important respects, this country is the greatest place to live and to be. The greatest place on earth. La principale matrice politique de mon frère est « La Grande-Bretagne est le meilleur pays du monde ». Il ressemble à mon plus jeune fils. « Quel est le meilleur pays du monde, maman ?» Il répond « La Grande-Bretagne ». Nous avons inventé les meilleurs jeux de société. Nous avons Shakespeare, la famille royale. Nous organisons les plus beaux mariages royaux. Nous avons le plus beau littoral. Il faut se rappeler qu'il a grandi dans les années 80.
à l'époque de Margaret Thatcher, du renouveau britannique. La Grande-Bretagne n'avait pas besoin de décliner. Elle n'était pas une nation de troisième ordre. Et une partie de cela est bien sûr vraie. La Grande-Bretagne n'a pas à être une nation de troisième ordre. Mais vous ne pouvez pas en conclure qu'elle peut prospérer seule, en dehors du plus grand marché unique du monde. Pour Boris Johnson, restaurer la grandeur de la nation passe par un nouveau slogan. Global Britain. La Grande-Bretagne mondialisée comme renouveau face à l'Union européenne. Boris Johnson avait besoin d'une alternative à l'Europe comme base de sa politique étrangère. Et le slogan Global Britain, qui n'a pas de signification spécifique, ravive le passé glorieux de la Grande-Bretagne en tant que grande puissance, avec une Royal Navy dominant les mers. But the greatest naval action of the year has been the continuing one, the Battle of the Atlantic. Des voix d'un autre temps, comme les fantômes d'un récit construit et porté encore aujourd'hui par les conservateurs britanniques. Celui d'un pays qui n'a jamais courbé l'échine, a gagné la Seconde Guerre mondiale. V for victory or vengeance. Like Winston Churchill, we have faith in ultimate victory, but it will mean blood and toil and sweat and tears. Un récit politique comme un roman familial, celui d'un empire qui fut un des plus puissants au monde jusqu'au milieu du XXe siècle, composé de plus de 50 nations qui, chacune à leur manière, rendaient hommage à la reine. Australia is the home of the Queen just as much as Britain. Je pense qu'il y a toujours eu cette idée selon laquelle la scène européenne était trop petite pour la Grande-Bretagne. Et que du fait de notre passé impérial, nous avions des liens avec d'autres pays dans le monde qui pourraient être utilisés à notre avantage, diplomatique et économique. Le commerce est bien sûr un élément clé de Global Britain. C'est l'idée qu'après le Brexit, le Royaume-Uni signera des accords commerciaux dans le monde entier, avec les Chinois, les Indiens, les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais. Il est très important politiquement pour le gouvernement britannique de pouvoir dire « Regardez, nous avons signé des accords avec tous ces pays », car cela montre que nous sommes à nouveau pris au sérieux. Quitter l'Union européenne pour se tourner vers le monde anglo-saxon et tout particulièrement vers l'ami américain. Et mettre sur le devant de la scène l'éternelle relation dite spéciale. Une relation qui s'est d'abord écrite pour Boris Johnson avec la présidence de Donald Trump. It's great to be with my friend Boris Johnson, and he's doing a fantastic job. Not easy, but doing a really good job, and I think he's going to make great progress come October. Une complicité affichée et souvent surjouée. Une mise en scène au service d'intérêts économiques mais aussi politiques bien compris. Donald Trump. En voyant Boris Johnson, Donald Trump a vu un clone de lui-même. Il a même utilisé l'expression « Britain Trump » que Boris Johnson a détesté. Je pense que Donald Trump a perçu le Brexit comme quelque chose qu'il aurait pu lui-même faire. Je pense que Trump et Johnson se voyaient tous les deux comme des figures politiques contestataires et perturbatrices qui s'adressaient au même type d'électeurs dans leurs différents pays et adoptaient des techniques similaires. En 2019, au G7 de Biarritz, les deux hommes vont se retrouver pour la première fois comme leaders respectifs de leur pays. Au-delà de leur connivence, va se jouer lors de ce sommet une partie de la diplomatie internationale britannique post-Brexit. John Bolton, puissant ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, faisait partie de sa délégation. Il a été l'acteur et témoin direct de leur relation privilégiée, si diplomatiquement utile. Le G7 a été conçu pour coordonner l'Occident, d'abord sur des questions économiques, puis sur des questions politiques plus larges. Lorsque la Russie y est entrée, c'était parce qu'on espérait qu'elle deviendrait plus proche de l'Occident. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a donc été expulsée. Au G7 de Biarritz en 2019, Trump a voulu réintégrer la Russie. Tout le monde pensait que c'était une mauvaise idée.
Mais Boris, qui était peut-être un peu plus franc que certains autres dirigeants, a été celui qui a mis un terme à la discussion. Il a su être suffisamment amical avec Trump et ça lui a permis de faire accepter la position britannique avec plus de facilité. Il y a quelque chose de fascinant dans la relation entre Boris Johnson et Donald Trump qu'on peut résumer dans la distinction entre le fond et la forme. Sur la forme, tous les deux voulaient montrer à la vieille garde une nouvelle manière de gouverner, se débarrasser des anciennes règles et faire les choses différemment. En revanche, sur le fond, ils n'avaient que très peu de points d'accord. Si vous vous penchez sur leurs objectifs de politique étrangère, qu'il s'agisse de la Russie, de la gestion de l'Iran, de la Chine, du multilatéralisme ou de l'avenir de l'OTAN, ils ne sont pas d'accord. À Biarritz, si Boris Johnson veut profiter de sa proximité avec Donald Trump, c'est surtout pour faire avancer un intérêt économique bien précis pour son pays. Là où il avait besoin du soutien de Trump, c'était bien sûr pour élaborer entre la Grande-Bretagne et les États-Unis un accord commercial substantiel, pour éclipser ce que nous avions perdu dans ce domaine en quittant l'Union européenne. Il y a eu une rencontre autour d'un petit déjeuner entre Johnson, Trump et leurs conseillers respectifs. Il faut bien comprendre que Trump se rendait à ces réunions sans but précis ou sans préparation. Quelqu'un comme Boris Johnson arrive et va trouver le moyen de parvenir à ses fins. Je ne suis même pas sûr que Trump se rende compte de ce qui lui arrive. Ce que veut Boris Johnson, c'est un accord commercial avec les Américains, même si seulement 20% des exportations britanniques vont vers les États-Unis. Un accord comme un symbole politique autant qu'économique. Ce que vous avez vu au G7 de Biarritz, c'est la convergence de deux personnes et de leurs intérêts respectifs. L'intérêt de Donald Trump était bien sûr d'attaquer et d'affaiblir l'Union européenne. Boris Johnson, lui, voulait montrer que la Grande-Bretagne, hors de l'Union européenne, pouvait avoir une relation avec le pays le plus puissant du monde. Et nous voulions également un accord commercial avec les États-Unis pour montrer aux Européens que nous pouvions être aussi influents et puissants en dehors de leur club. Les Américains sont des négociateurs commerciaux extrêmement coriaces. Et la Grande-Bretagne, en dehors de l'Union, est une économie assez petite. Les Américains ont donc d'autres priorités, comme l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. La Grande-Bretagne vient un peu plus bas dans la liste. Je pense que Boris Johnson espérait que ses relations étroites avec Donald Trump feraient remonter la Grande-Bretagne en haut de la liste. Cela ne s'est pas produit et je ne vois pas Joe Biden donner la priorité à la Grande-Bretagne pour un accord de libre-échange. 2 ans et demi après le G7, l'accord commercial avec les Américains est au point mort. Et Boris Johnson doit se confronter à d'autres conséquences du Brexit. Plus politiques, celles-là. Faire face au risque de désunion de son pays. Il est essentiel de comprendre une chose. Le Royaume-Uni n'est pas un État-nation européen comme les autres. C'est un État multinational, composé de 3 nations distinctes et d'une partie d'une autre. Cela signifie donc que son intégrité est toujours potentiellement en danger. Selon moi, il est indéniable que le Brexit a soulevé des questions sur l'intégrité future du pays. De ma vie, je n'avais jamais vu l'unité du pays aussi menacée. Mais il ne fait aucun doute que les résultats du référendum sur l'Europe, le fait que l'Écosse et l'Irlande du Nord aient voté pour rester, mais que l'Angleterre et le Pays de Galles aient voté pour partir, signifiaient que le sujet allait être très sensible pour l'avenir du Royaume-Uni. En avril 2021, en Irlande du Nord,
le Brexit fait ressurgir les démons et les images du passé. Ceux d'un conflit qui a bouleversé le Royaume-Uni pendant plus de 30 années. Avec la sortie de l'Union européenne, le pays retrouve ses frontières avec la République irlandaise. Mais personne ne veut rétablir les contrôles entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, de peur de réveiller la lutte armée. À la place, un compromis est trouvé. L'Irlande du Nord reste de facto dans le marché unique européen. Désormais, toutes les marchandises qui arrivent de Grande-Bretagne et vont vers l'Irlande du Nord seront contrôlées. Le Brexit a donc créé une frontière économique à l'intérieur même du Royaume-Uni, dont la principale conséquence est celle d'un risque de rapprochement entre les deux Irlandes. L'Irlande du Nord, comme l'Écosse, a voté contre le Brexit. Et à cause de la mise en place du protocole nord-irlandais, les marchandises provenant du reste du Royaume-Uni ne sont plus livrées correctement. Des manifestations violentes ont éclaté dans les rues nord-irlandaises pour protester contre le Brexit. La possibilité d'une majorité nationaliste en Irlande du Nord n'est plus impossible à imaginer. Comme en Irlande du Nord depuis le Brexit, le désir indépendantiste s'est aussi largement renforcé en Écosse, où les Écossais ont voté à 62% contre le Brexit. Boris Johnson, en pleine pandémie, conscient de ses élans indépendantistes et des élections législatives qui viennent, décide de venir promouvoir sa plus forte carte. L'action la plus populaire de son gouvernement a été le déploiement d'un vaccin qui a sauvé des dizaines de milliers de vies. Il s'est rendu auprès des Écossais pour leur dire « Voilà ce que le Royaume-Uni et la sortie de l'Union européenne ont fait pour l'Écosse ». Quand il y est allé en janvier, il n'a pas reçu un accueil très chaleureux. Il a déclaré que rien ne l'empêcherait de faire campagne en Écosse pour ces élections. Mais en réalité, il ne s'est pas présenté parce que les sondages ont montré très clairement qu'il était extrêmement impopulaire là-bas. Boris Johnson et son gouvernement conservateur ont très mauvaise réputation en Écosse. Un grand nombre d'Écossais ont le sentiment que le Brexit leur a été imposé par les nationalistes de Londres. Les Écossais sont très pro-européens, donc le Brexit a été un véritable traumatisme pour eux. Il a ravivé l'idée que la Grande-Bretagne est dominée par l'Angleterre et que les politiciens anglais prennent des décisions sans tenir compte de l'avis de l'Écosse. Ça a inévitablement relancé le débat sur l'indépendance. Un sentiment indépendantiste conforté depuis que le SNP, Parti national indépendantiste écossais, a remporté les élections législatives haut la main en mai 2021. Une majorité qui a donné naissance à un nouveau gouvernement écossais dont Angus Robertson est aujourd'hui l'un des ministres. Scotland's future should be in Scotland's hands. In this most European of capital cities, people have resoundingly rejected the party of Brexit and Boris Johnson. Je veux que l'Écosse soit un pays européen comme les autres. Nous sommes une nation du nord de l'Europe de 5 millions d'habitants, tout comme le Danemark ou la Finlande, qui sont d'ailleurs tous deux membres de l'Union européenne, ou comme notre plus proche voisin, l'Irlande. Je veux que nous soyons comme eux. Je veux que l'Écosse soit un pays normal. Une victoire du SNP qui remet au goût du jour un référendum sur l'indépendance de l'Écosse qu'Angus Robertson et son parti ont fermement décidé d'organiser. Mais il faut, en principe, l'accord constitutionnel de Boris Johnson. I don't think the right thing to do is to talk endlessly about another referendum. It's great to see everything that Scotland is contributing to the national effort. It's quite amazing. And I think what people want to see is us bouncing back more strongly together. Boris Johnson, dans un ultime paradoxe, vante l'union des nations comme une force, pourvu qu'elle soit britannique et surtout pas européenne. Boris Johnson a déclaré qu'il ne les autoriserait pas à organiser ce référendum.
La question de savoir s'il peut légalement le faire est controversée. Et je ne doute pas que si un référendum est organisé en Écosse dans les prochaines années, il sera extrêmement serré. Et nous pourrions bien voir l'Écosse devenir un pays indépendant. Le gouvernement Johnson et le gouvernement écossais mènent un bras de fer sur l'organisation du référendum que seul le temps tranchera. Un affrontement qui éclaire et accentue le fossé entre toutes les nations du Royaume-Uni. Depuis le Brexit, la question de l'indépendance écossaise est revenue sur le devant de la scène. Et c'est très dangereux, parce que même si Boris Johnson a fait de bonnes choses en tant que Premier ministre, s'il devait présider à l'éclatement du Royaume-Uni, c'est tout ce que l'histoire retiendrait de lui. C'est désormais une priorité absolue pour son gouvernement de maintenir la cohésion du pays. Beaucoup de gens qui croyaient au Royaume-Uni espéraient que la démocratie en sortirait renforcée. Mais vous avez aujourd'hui deux nations qui pourraient bien quitter le Royaume-Uni dans les années à venir. De ma vie, je n'avais jamais vu les questions d'identité être aussi centrales dans la politique britannique. Je pense qu'on peut dire que le Royaume-Uni traverse une crise identitaire. D'aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que les différentes parties du Royaume-Uni se considèrent plus divisées qu'unies. Alors que Boris Johnson a su réaliser son rêve d'enfant, conquérir le pouvoir, il reste toujours populaire auprès de ceux qui l'ont soutenu et détesté par ceux qui l'ont rejeté. Le Royaume-Uni, lui, cherche encore sa place sur la scène mondiale. Et les années à venir diront si les rêves d'une Grande-Bretagne mondialisée vont, ou non, se diluer dans la réalité d'un royaume plus désuni que jamais.